Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Riquet, très heureux de te retrouver et aujourd'hui on parle de l'entreprise Dassault Systèmes. Alors si j'ai choisi cette entreprise, c'est parce que je la trouve très intéressante pour ma stratégie d'investissement. Elle a de nombreux critères que l'on va voir ensemble qui sont conformes à mes volontés, mes raisons d'acheter une entreprise et de la détenir sur du moyen long terme. Donc je vais te les présenter lesquels. Mais j'en profite dès maintenant pour dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et bien évidemment, tu dois faire tes propres recherches et t'assurer que les éléments que je te partage sont conformes avec ta stratégie d'investissement. On va donc parler de son activité, de son métier pour bien comprendre bien, quels sont ses enjeux et comment elle génère du chiffre. On parlera, puisqu'on parle de chiffres, bien, de rentabilité. On ira voir également des éléments sur toute la partie solvabilité pour voir comment se comporte la santé financière de l'entreprise. Et bien évidemment, on s'attardera sur une partie valorisation, voir si c'est le bon moment. Tu me connais, on n'y échappera pas. On va bien évidemment faire une belle analyse technique ensemble pour essayer de déterminer les niveaux les plus intéressants. Et on terminera par les dividendes pour voir si c'est intéressant d'investir dans cette société pour ces raisons. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à déjà liker la vidéo si tu aimes le contenu que je fais habituellement et si tu as envie d'en savoir plus sur cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres. Je publie régulièrement des contenus sur les actions, également sur le trading et l'analyse technique. Maintenant que c'est fait, je te propose qu'on passe sur mes écrans. Alors déjà, concernant son activité à Dassault Systèmes, quelle est-elle? Eh bien tout simplement, Dassault Systèmes, il a plusieurs casquettes. Il va éditer et développer des solutions logicielles qu'il va d'ailleurs également commercialiser. Ces solutions, elles sont spécialisées, ou en tout cas, elles tournent autour de la gestion du cycle de vie des produits. Et c'est assez intéressant parce que Dassault Systèmes, aujourd'hui, je te le dis ici, c'est 13 marques. Et chacune de ces marques va avoir la possibilité bien, de s'adresser à un marché particulier et de répondre bien évidemment à des besoins qui sont spécifiques. Et cette couverture avec ces 13 marques bien, va lui permettre d'avoir une certaine diversité de clientèle, aussi bien en termes de secteur d'activité que de région géographique. D'un point de vue secteur d'activité, justement, on le voit, moi j'aime bien quand les clients sont assez répartis, qu'on n'est pas monoclient parce qu'on est moins dépendant. Et surtout, si on a un marché qui faiblit un peu, on a peut-être les autres pour les pousser. Mais on a des marchés qui sont quand même assez différents. Mécanique générale, automobile, aéronautique, biens de consommation, électricité, électronique et la conception d'usines et de construction navale. Alors déjà, là, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on voit que par rapport à ce qu'elle propose comme type de produit, on est sur des logiciels, sur des cycles de vie de produits. Et quand on voit un petit peu le type d'activité de ses clients, on comprend bien que, a priori, les logiciels qu'elle commercialise, ce n'est pas des logiciels très simples à utiliser. On ne va pas être sur, a priori, un tableur Excel qu'il va falloir monter en deux trois formules. On va être sur quelque chose de plus conséquent. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, et pour avoir travaillé un petit peu dans justement l'univers des logiciels par le passé, c'est que forcément, plus une solution est complexe, plus il est difficile d'en changer. Parce que quand on va l'implémenter, finalement, on va devoir former les équipes. Et forcément, quand on implémente une telle solution, on n'a pas envie de rechanger dans 2 ou 3 ans. Donc c'est généralement des contrats qui sont assez longs et c'est ça qui est intéressant, on en reparlera un petit peu plus tard, notamment sur la vente des licences. Et bien finalement, ça permet d'avoir une certaine visibilité sur le chiffre d'affaires et en tant que nous, investisseurs, pour avoir de la visibilité sur la croissance, c'est extrêmement intéressant de pouvoir déjà se projeter avec déjà du chiffre d'affaires qui est quasiment réalisé, en tout cas qui est anticipé. Donc concernant ses activités, on en a parlé, concernant sa diversité. En termes, d'abord on va parler de région, région géographique. On a 51% de son activité qui se fait aux États-Unis, avec une petite partie en France également. On a une partie asiatique, ici 11% au niveau de l'Asie, on rajoute pour le Japon 6%, et le reste, on voit que c'est grosso modo consolidé sur l'Europe et l'Amérique. Donc c'est assez intéressant parce que finalement elle couvre tout le globe, donc ça permet d'avoir une répartition du risque qui est diversifiée, même si entre nous, 50% de l'activité est quand même aux États-Unis. Concernant justement la vente par activité, on a 4 pôles majeurs. On va avoir tout ce qui va être innovation de l'industrie à hauteur de 48%, presque 49%, pareil, quasiment la moitié de l'activité. Et puis on va avoir au niveau des sciences de la vie, au niveau des innovations pour les petites et moyennes entreprises, et puis tout ce qui va être fourniture de services. La vente de logiciels, c'est 90% de son chiffre d'affaires. Donc clairement, on est dans un vrai éditeur de logiciels. Et d'ailleurs, ils sont au palmarès Truffle 100. Je crois qu'ils sont sur la première ou deuxième place, quelque chose comme ça, qui représente tout simplement le top 100 des éditeurs de solutions logicielles français. Donc, on n'est quand même pas sur le petit dernier venu, comme tu t'en doutes. Et d'ailleurs, son nom parle, puisque d'ailleurs, si on rebondit sur le nom, au niveau des dirigeants, qui sont au-delà des dirigeants, plutôt, moi, ce qui m'intéresse, même si c'est intéressant, c'est qui sont les administrateurs, qui sont les actionnaires de l'entreprise. Alors, on va voir tous ces points-là. Tout d'abord, les dirigeants.
moi, ce que j'adore, c'est regarde les dirigeants, comment dire, l'ancienneté qu'ils ont. On a Charles Edelsten, depuis 1981, qui est d'ailleurs le fondateur. On a Dominique Follarac, le président depuis 86. Pascal Dalloz, le CEO, 2001. Ça fait quand même beaucoup finalement de grosses têtes qui sont là depuis très longtemps et c'est top. C'est eux qui pilotent l'activité et qui permettent derrière aux entreprises d'avoir des résultats. Et forcément, quand on a des dirigeants qui sont là depuis aussi longtemps, ça crée une certaine confiance dans notre investissement. Du côté des actionnaires, cette fois-ci, on a la famille Dassault qui est fortement représentée. Et moi, j'adore, c'est pareil, savoir qu'il y a 40% de l'entreprise qui est détenue par une famille, c'est génial parce que finalement, on n'est pas sur des actionnaires qui se passent la main. On a vraiment une grosse détention du capital qui est détenue par eux et ça en fait des choses extrêmement intéressantes. Et on a d'ailleurs Charles Edelsten, le fondateur, qui est bien évidemment toujours également investi à hauteur quasiment de 6%. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et puis derrière, je te laisse apprécier la suite de la répartition. Alors maintenant qu'on en sait plus sur son activité, qu'on sait un petit peu comment elle est pilotée et qui est investi dans cette entreprise, ce que je te propose, c'est de voir ensemble les éléments importants qui me permettent de mon côté de voir si l'entreprise peut être intéressante ou pas. Alors encore une fois, ici, pas de conseil en investissement puisque chaque personne est différente, chaque investisseur a des raisons de pondérer plus ou moins le choix de ces entreprises. Pour ma part, je pondère plus les éléments de rentabilité notamment et de croissance plutôt que simplement les éléments autour de la valorisation parce que j'estime que c'est plus intéressant pour moi à titre personnel par rapport à mes objectifs de portefeuille de chercher des entreprises qui sont dans la croissance que des entreprises qui sont sous-valorisées par exemple. Donc c'est pour ça que je vais te montrer un ensemble d'éléments qu'il est intéressant de chercher, quelques données intéressantes en faisant mes recherches que j'ai pu trouver sur Dassault Systèmes. Et bien évidemment, on parlera aussi de l'aspect santé financière et des dividendes parce que je sais que pour certains, c'est important. On verra si finalement Dassault Systèmes est une bonne entreprise pour ce type de profil. Pour ce faire, je te propose qu'on démarre donc sur les chiffres au niveau de la rentabilité et on va voir donc tout ça avec notamment le compte de résultat et puis ensuite d'autres éléments comme le bilan et le cash flow. C'est parti pour quelques indicateurs. Donc à première vue, Dassault Systèmes, ce qui est très intéressant, c'est tout simplement de voir ici ces petits histogrammes plutôt sympathiques, j'aime bien les couleurs, qui nous montrent tout simplement l'évolution du chiffre d'affaires qu'on retrouve de toute façon dans le compte de résultat. Alors le compte de résultat, peut-être pour rappel, c'est tout simplement un document financier qui va nous permettre d'avoir une photographie à la fin de l'année, à la fin du trimestre, en fonction de l'horizon de temps sur lequel on se place, de l'activité générée par tout simplement l'entreprise. Donc de voir ce qu'elle a encaissé, les produits, et ce qu'elle a dépensé, les charges, pour voir si à l'issue, elle a réussi à générer notamment un bénéfice. Ici, ce qui est intéressant avec ce compte de résultat, tel qu'il est présenté, c'est qu'on a les variations. On a des variations qui sont importantes à avoir. Donc déjà, on a une évolution du chiffre d'affaires qui reste positive, qui est un petit peu moindre par rapport aux années précédentes. On fait quasiment 6 milliards de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on a des perspectives de croissance plutôt très intéressantes du côté de Dassault Systèmes. Je te laisse aller lire de la documentation. Il y a plein d'articles sur Internet là-dessus, sur les prévisions pour 2024. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est pas uniquement de voir si finalement le chiffre d'affaires a évolué. C'est très bien de le voir évoluer, bien évidemment, mais c'est pas suffisant parce qu'on peut avoir des cas où finalement le chiffre d'affaires évolue, mais les charges, les dépenses peut-être évoluent plus vite. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé sur Dassault Systèmes. Alors, comment on le voit? Tout simplement, ici, tu as le chiffre d'affaires et puis ensuite, tu as le bénéfice d'exploitation qui baisse. A priori, si on a le chiffre d'affaires qui monte, on devrait également avoir un résultat d'exploitation qui monte. Alors, résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est tout le bénéfice qui a été généré uniquement, je dis bien uniquement, par l'activité de l'entreprise. On ne met pas ici tout ce qui va être autour de la finance, des intérêts, des investissements. C'est vraiment ce qui a été généré grâce à l'exploitation, comme son nom l'indique, à l'opérationnel de l'entreprise. Okay, donc ici, on voit effectivement qu'on a une petite baisse. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce que la croissance du chiffre d'affaires a été de 5,05%. Mais si on descend tout en bas, total des dépenses d'exploitation, ici, si on regarde 4,65 à 4,35, j'ai fait le calcul pour toi. Juste avant, c'était clac. On a augmenté donc de quasiment 7% les dépenses quand on a 5% grosso modo de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas un drame en soi, mais c'est juste important de voir quand même qu'il y a un petit décalage à ce niveau-là. Autre point d'attention, notamment sur l'entreprise Dassault Systèmes sur lequel je vais porter mon attention justement, c'est la partie recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, une entreprise qui commercialise des logiciels, elle a plusieurs atouts par son activité, mais c'est surtout parce que son logiciel, a priori, répond à certains besoins et parce qu'il est peut-être meilleur que les autres. Donc forcément, il y a de l'investissement qui doit être fait dans la recherche et le développement, mais pour autant, c'est important que cette
ce développement, enfin cet investissement ne soit pas trop important. Pourquoi? Parce que si demain, on a une nouvelle solution qui arrive sur le marché, qui disons est 3 fois meilleure que Dassault Systèmes, Dassault Systèmes va devoir s'adapter et donc peut-être engranger des frais supplémentaires dans la recherche et le développement. Si aujourd'hui la recherche et le développement a un impact trop fort par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tout le chiffre d'affaires finalement est grignoté par la recherche en déploiement constant, bah finalement on n'a pas vraiment un avantage compétitif et on se retrouve avec une entreprise qui doit sans cesse réinvestir ce qu'elle gagne pour se maintenir. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des avantages compétitifs, notamment en termes de technologie, puisqu'ici on est dans ce secteur-là, qui ne nécessite pas, alors je ne dis pas zéro bien évidemment, mais qui ne nécessite pas un trop gros investissement et sur lequel eh bien, on peut surfer justement sur ces vrais avantages concurrentiels. Donc ici, quand on regarde sur les dépenses d'exploitation, on va pouvoir détailler et rechercher développement. Tu le vois, on a 1,23 milliard, donc 1,23 milliard qu'on va diviser par le chiffre d'affaires, donc ça 95, et on est à, alors est-ce que j'ai pris le bon? Oui, j'ai pris le bon, 1,23, on est à 20%, c'est grosso modo ce que j'aime bien ne pas dépasser. Parfois ça peut valoir le coup de regarder un petit peu plus. Voilà, on est sur le niveau quasiment maximum, donc on va considérer que ça reste un critère qui est OK. Donc on a un chiffre d'affaires en croissance, on a malgré tout un profit brut qui est très intéressant également, hein. J'en profite pour faire un petit saut ici, mais on ira voir ensuite les différents ratios. Bah, allons les voir d'ailleurs directement. On va avoir ici, tu vois, une marge brute qui est importante. C'est pareil, la marge brute, c'est ce qui est vendu, la totalité des ventes, moins les charges liées à la création et à des produits. On ne va pas mettre ici les salaires. Donc forcément, dans la création d'un logiciel, il n'y a pas tant de matière que ça qui est consommée. Et donc, c'est pour ça qu'on a finalement des marges brutes qui sont élevées. Ainsi, il va être plus intéressant de regarder plutôt la partie opérationnelle et là, tout ce qui a servi vraiment à l'exploitation. Et dans l'exploitation, on a une marge opérationnelle à 25,62. Ce qui est intéressant et surtout ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'elle est en progression, cette marge d'exploitation. Ça veut dire que l'exploitation, quand même, dégage plus de revenus et c'est la marge EBITDA également qu'on observe à 34,19. Alors la différence notamment s'explique parce que sur la marge EBITDA, on n'a pas la réintégration, enfin en tout cas on n'a pas les impôts, les taxes, les dépréciations et les amortissements pour earnings before interest, tax, depreciation and amortization, j'imagine, en anglais. Désolé pour celui-ci. Concernant la marge nette, parce que c'est finalement ce qui nous reste une fois qu'on a enlevé toutes les dépenses également financières, bah, finalement, eh bien, on a une jolie marge nette de 20,20%, tout simplement. Donc, voilà, j'aime bien avoir des marges nettes de 20% pour avoir vraiment une rentabilité qui est suffisamment intéressante. C'est tout bon, on est dans les critères. Donc pour moi, ça fait de cette entreprise une belle entreprise. Croissance du chiffre d'affaires, croissance de la marge nette à la fin, une marge brute qui est largement supérieure, bien évidemment, aux 40% que j'aime observer. Je l'ai piqué à Warren Buffett, ne lui dites pas. Mais bon, parfois je regarde aussi à 30%. Et puis surtout, une belle marge EBITDA également. Donc finalement, on a une entreprise ici qui est rentable. Alors maintenant qu'on sait que l'entreprise est rentable, on va aller voir deux ratios qui sont très intéressants et qui nous en disent plus pour nous en tant qu'investisseurs sur la capacité pour l'entreprise de nous enrichir. Car oui, quand on investit dans une entreprise, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie de récupérer des billes à l'issue. Pour cela, on va s'appuyer sur deux taux qui sont très intéressants, deux indicateurs. Ça va être d'une part le ROI pour Return on Equity. L'idée ici, c'est donc qui s'écrit ROE, hein, ROI pour l'anglais, mais ROE qui va nous permettre eh bien, ici d'avoir un visu finalement sur combien je gagne moi en tant qu'investisseur lorsque je mets 1 € dans la boîte. Je mets 1 €, combien je récupère en échange. Et puis on va également s'intéresser au ROCE, qui lui est le Return on Capital Employed, donc le retour pour 1 € mis dans l'entreprise, donc que ce soit par de l'investissement ou par de la dette, combien on fait travailler 1 €. En fait, combien nous rapporte 1 € qui travaille plus exactement dans l'entreprise. Alors pour le ROE, on ne va pas s'embêter puisqu'il nous est donné. C'est le rendement des capitaux propres. On va juste s'assurer qu'on est bien en annuel. Et donc sur l'année 2023, on voit que le rendement des capitaux propres, il était de 13,88. C'est intéressant de voir ici quand même une certaine progression depuis quelques années, même si on voit bien que de manière générale, à part l'année 2020, le retour sur investissement, finalement pour 1 € quand on investit en tant qu'actionnaire, eh bien on a 13 centimes, quasiment 14, qui nous reviennent dans la poche. Idéalement, c'est bien que ça soit au-dessus de 20, c'est vraiment des top entreprises qui sont ultra rentables, c'est déjà pas mal. Maintenant, allons voir finalement ce que l'entreprise peut produire quand on lui met 1 € à disposition, parce que bien évidemment, c'est très intéressant dans le cadre de son développement notamment. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille dans le bilan. Alors bien évidemment, vous avez des sites qui vous donnent les ROCE déjà faits. Bon, honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Vous allez dans le bilan, moi ça me permet de vous montrer comment on fait.
vous allez dans le total des avoirs ici. Alors normalement, ça s'appelle total des capitaux propres. Je ne sais pas pourquoi TradingView a traduit ça comme ça. C'est très moche, mais peu importe. Et on va prendre donc le total des capitaux propres, soit 7,85 milliards. Hop, 7,85, on reprend du début, auquel on va ajouter les dettes à long terme. Les dettes à long terme, on va les trouver dans les passifs immobilisés. Dettes à long terme à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, j'en profite pour faire un petit parallèle, puisqu'on en reparlera après, mais on voit la dette à long terme qui baisse successivement au fil des années. Et ça, c'est plutôt une bonne chose quand on voit finalement que l'entreprise continue à faire de la performance, mais qu'on a de la dette qui baisse. Attention, ne pas avoir de dette n'est pas toujours intéressant parce que tout simplement, il peut être intéressant si l'entreprise a de la croissance et qu'elle a la possibilité de financer cette dette, justement de s'endetter. Pourquoi? Parce que la dette va permettre d'apporter ce qu'on appelle un effet de levier, donc finalement de générer plus d'argent grâce finalement à cette dette, puisque la dette va nous permettre d'investir plus et donc de se développer plus. Et si on est rentable, finalement, plus on a d'investissement, plus on peut produire, plus on peut vendre, et donc plus on dégagera, tu l'as compris, du bénéfice. Donc on lève de la dette pour générer de l'argent. On va pas trop s'emballer, on va rester là où on en est, mais on va prendre donc nos 7,85, nos capitaux propres, auxquels on va venir ajouter nos 2,58 de dette, ce qui nous fait 10,43. Ça, c'est la partie totalité des capitaux propres, en tout cas des capitaux investis dans l'entreprise, hein, donc les investisseurs et la dette qu'on a réussi à lever. Et on va diviser notre, je me vérifie qu'on est en annuel, c'est bon, notre résultat avant impôts et taxes, justement par ce montant pour voir finalement ce résultat. Quand j'ai 1,1 milliard 300 millions de bénéfices, finalement, combien l'entreprise arrive à générer à partir de ses capitaux propres. Et donc ici, on a dit 10,43. Et donc, on a tout simplement 12,46% de retour sur les capitaux investis, ce qui est pas mal. Ce n'est pas les meilleurs chiffres qu'on peut trouver, mais c'est pas mal. Donc, on va considérer malgré tout que cette entreprise, elle est de toute façon rentable. Maintenant, on peut trouver des axes un petit peu plus intéressants. Moi, j'aime bien, je trouve ça quand même relativement correct. Maintenant, on va s'intéresser à des ratios de solvabilité, autrement dit à la santé financière de l'entreprise. C'est important d'investir dans des entreprises qui sont en bonne santé, qui ont encore la capacité potentiellement d'endetter s'il y avait besoin, ou surtout de pouvoir rembourser sa dette pour ne pas se retrouver finalement en faillite dans le cas où il y aurait des cas difficiles. Donc l'idée, c'est vraiment, moi, de ne pas m'embêter, de trouver les entreprises avec des santé financières vraiment excellentes. C'est un point extrêmement important parce que même si on peut avoir des petites baisses dans la croissance sur certaines périodes, à minima, il faut que l'entreprise soit en capacité de pouvoir continuer à exploiter son activité et surtout à ne pas se retrouver en difficulté de paiement. Donc pour cela, on va s'appuyer notamment sur un ratio qui est extrêmement intéressant, c'est le ratio dette sur actif. Qu'est-ce qui nous signifie celui-ci? En fait, tout simplement, une entreprise, tu le sais probablement, mais il y a deux éléments qui constituent le patrimoine d'une entreprise. Il y a ses actifs, c'est ce qu'elle détient, et il y a ses passifs, c'est ce qu'elle doit. Et dans les passifs, on va retrouver notamment les dettes, donc les dettes qu'elle doit tout simplement à ses créanciers, mais également tout ce qui est capitaux propres qui appartient finalement aux actionnaires. Et en réalité, c'est une dette qu'elle a envers elle. Eux, ils leur donnent, ils leur prêtent pour avoir un retour sur investissement, mais il faut bien comprendre que c'est une dette. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt de regarder la partie justement emprunt, ce qu'elle doit rembourser, non pas à ses investisseurs, mais plutôt aux banques notamment et à ses fournisseurs par exemple. Donc ici, sur le ratio dette-actif, ce qui est intéressant de comprendre, c'est finalement quelle est la part de l'entreprise qui est détenue par l'entreprise et quelle est la part qui est détenue finalement par ses créanciers. Et donc ici, ce qui est plutôt intéressant, c'est toujours d'avoir un ratio en dessous de 0,30. Pourquoi? Parce qu'un ratio en dessous de 0,30 va généralement laisser de la place si on a besoin de souscrire à une nouvelle dette pour se développer, pour faire quoi que ce soit. C'est généralement possible. En tout cas, ça ne devrait pas poser de problème. Il y a d'autres éléments, je ne suis pas banquier, mais généralement, ça ne pose pas de souci. Au-dessus de 0,40, ça commence à être critique parce que finalement, on se retrouve dans un système où quasiment la moitié des actifs de l'entreprise est détenue à l'extérieur et ce n'est pas vraiment l'entreprise qui détient. Donc ça, c'est franchement pas top de chez top. Ici, on voit, on est à 0,25, donc tout va bien. À ce niveau-là, c'est un très bon point, c'est une top note. Bravo, Dassault Systèmes. Ensuite, on va donc regarder le ratio dette sur fonds propres. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, l'objectif, c'est de comprendre finalement dans le financement, quelle est la partie qui est détenue par les actionnaires et quelle est la partie qui est donc détenue par des créanciers. Et l'objectif ici, c'est non pas d'être le plus bas possible parce qu'on pourrait tout simplement dans ce cas-là se dire finalement qu'on n'utilise pas assez la dette pour avoir un effet de levier, mais également il ne faut pas que ça soit trop haut, tout simplement parce que si c'est trop haut, finalement on est trop dépendant d'investissement de l'extérieur. Donc idéalement sous 0,5 c'est pas mal, sous 0,30 on commence à se poser la question est-ce qu'on en utilise assez, et au-dessus de 0,60, 70 là ça veut dire qu'on est vraiment très très dépendant de la dette.
Là, on voit, on est également à 0,46. En tout cas, moi, dans mes critères, c'est quelque chose que je trouve extrêmement bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui est disponible actuellement, notamment le free cash flow. Et ici, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il est en nette augmentation et qu'on a donc beaucoup de liquidités en réalité pour eh bien, agir si jamais il y avait des événements un petit peu spontanés sur lesquels on devrait être réactif. Donc là, on a vraiment un beau cash flow qui est assez important. Et donc ça aussi, c'est également une donnée qui est importante à surveiller dans le cadre des prises en compte de notre entreprise. Maintenant, ce que je te propose de voir, c'est au niveau de la valorisation. Est-ce qu'on est sur une entreprise qui est bien valorisée, peut-être un peu trop? Voyons ça ensemble. Alors, le plus connu, tu le connais peut-être, c'est le ratio cours sur bénéfice, également appelé PER pour Price Earning Ratio. Celui-ci, eh bien, tout simplement, il est extrêmement élevé. Ça a toujours été sur Dassault Systèmes. Quand tu regardes 44, 47, 62, 89, 90, et puis on a eu un dégonflement 47, 56. Donc, on paye très cher les bénéfices. Ça veut tout simplement dire qu'on est prêt ici à acheter une action où on va payer 56 fois les bénéfices. Il faut le savoir, je trouve ça extrêmement cher, mais bon, regardez et comparez avec le passé et ces secteurs, ça peut être même si c'est très élevé, ça reste des niveaux qui, bon, somme toute, sont intéressants. Alors, il y a un dernier élément dont on n'a pas parlé, c'est tout simplement le dividende. Et le dividende, il est intéressant à observer sur le site Rendement Bourse. Moi, je ne regarde pas sur une TradingView, j'aime pas trop, c'est pas très bien fait. Mais par contre, sur ce site, c'est plutôt pas mal du tout. On va aller directement dans l'onglet dividende. On va avoir toutes les informations qui nous sont utiles. Concernant le dividende, déjà, on a le montant annualisé actuellement, donc le montant à l'année, c'est 21 centimes par action. Ce qui fait en réalité pas beaucoup. Alors, je ne sais plus où est le rendement. Voilà, on a un rendement de 0,51%. Donc, clairement, on est sur un rendement très faible. À titre personnel, ça ne me dérange absolument pas. Je ne recherche pas du tout des entreprises pour des dividendes. Si elles en payent, tant mieux. Et encore, j'ai envie de dire, je préfère avoir des entreprises qui ne payent pas de dividendes et qui réinvestissent 100% de leurs bénéfices dans la croissance. Parce que tout simplement, sauf enveloppe fiscale particulière, mais notamment aux US par exemple, où j'ai pas d'enveloppe fiscale particulière, et bien, tout simplement, on est imposé sur les dividendes. Alors que si elles réinvestissent leurs bénéfices dans la croissance, bah, il y a plus de chances que ça fasse croître finalement la valeur de l'action. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est avoir des actions qui se valorisent dans le temps. On cherche plutôt à faire des multi-baggers si possible, en tout cas des belles performances. Et donc, à ce titre-là, ça ne m'intéresse pas de toucher des dividendes. Pour ceux que ça intéresserait, même si le rendement est extrêmement faible, ça n'empêche qu'on a une belle croissance du dividende et on a surtout un dividende qui a été non interrompu depuis 23 ans. Donc, on a une entreprise qui paye et on a ici le détachement par année. Vous le voyez, quand on était à 2 centimes en 2000, bah, finalement, on a fait x10 en termes de rendement. On a augmenté par 10 la taille du dividende. Donc, ça reste forcément intéressant parce que quelqu'un qui aurait payé peut-être l'action à 10 ou 15 euros, forcément 21 centimes, ça devient tout de suite plus intéressant. Là, à 0,51, clairement, on n'est pas sur une entreprise qui on achète en tout cas pour des raisons de dividendes, à mon sens en tout cas. Concernant les variations ici, c'est l'augmentation du dividende. Donc on voit qu'il est malgré tout assez dynamique, hein. On avait un dividende qui avait augmenté de 23%. Ça reste très faible. C'est pas la stratégie de l'entreprise. Clairement, ça se voit. Mais ce qui me plaît bien, en tout cas, c'est ça, c'est qu'on a un payout ratio très faible. Le payout ratio, c'est la part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires. Plus il est faible, plus j'adore. Voilà, moi, ça fait grosso modo, c'est l'idée. Alors, je dis pas forcément qu'il faut qu'il soit à zéro. C'est pas un élément, un critère. Mais en tout cas, il faut qu'il soit faible. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que également, vous avez des entreprises qui, pour séduire les investisseurs, vont payer un payout très fort, au-dessus de 60%. Et alors, plus on se rapproche de 100%, plus c'est catastrophique. Et on a même des entreprises qui vont piocher dans la trésorerie pour payer. Alors ça, c'est catastrophique parce que derrière, comment développer finalement son bénéfice? Donc voilà un petit peu par la partie fonda, on a passé du temps. J'en ai profité pour vous partager quelques tips. Je vous propose qu'on passe désormais à la partie technique. Avant de passer sur l'analyse graphique, sache que tu peux toi aussi investir sur les actions et pour cela, je te recommande deux brokers. Soit de Giro, qui va être excellent notamment pour tout ce qui est achat à l'étranger, avec des frais qui sont réduits. On est de l'ordre de 1 à 2 euros maximum, notamment sur les actions, mais également sur les ETF, hein. C'est quasiment les frais les plus bas sur les ETF, donc je te le recommande. Ou alors je te propose également une autre alternative. Moi, j'ai deux comptes pour diversifier et diversifier le risque notamment, mais j'ai également Trading 212 que j'utilise plutôt pour acheter des fractions d'actions quand j'ai des actions qui sont chères, typiquement Nvidia aujourd'hui qui est à 800 dollars. Dans un cadre de diversification, par exemple, j'investis 300, 400, 500 euros tous les mois, bah forcément, j'ai pas 800 euros à mettre. Et si je veux en acheter par exemple 100 euros et qu'à côté, je souhaite acheter 100 euros de L'Oréal et 100 euros de Dassault Systèmes, bah, je vais pouvoir le faire. Je vais donc non pas avoir une action de Nvidia, mais je vais en avoir une portion et je toucherai les dividendes bien évidemment en fraction, également en proportion de ce que j'ai acheté. Donc ces deux brokers, je les recommande.
Ils ont tous les deux leurs avantages. Sache qu'en passant par mon lien, pour les deux, tu as un petit bonus. Et depuis tout à l'heure, d'ailleurs, tu vois le descriptif de ce bonus en description. Passons maintenant à l'analyse technique. Elle est vraiment très intéressante, cette action, puisqu'on le voit, hein, c'est une action ultra haussière qui a connu des phases correctives et puis qui a su se reprendre depuis l'année 2011. Et là, on est vraiment dans une ultra tendance haussière, hein, d'Assaut Systèmes, très bien tenue par cette trendline de fond. Donc, clairement, c'est une entreprise qui, en plus, on l'a vu, au regard des fondamentaux, je dirais pas que c'est ma préférée de tout mon portefeuille, mais j'estime qu'elle a quand même des choses à faire valoir et j'aime investir en plus dans les entreprises de type logiciel. Alors, encore une fois, il y a des valeurs qui peuvent être plus intéressantes. Dans un cadre de portefeuille français, européen, je trouve que c'est une belle entreprise. Donc, dans ce cas-là, je serais plutôt intéressé à la payer. Et bien évidemment, bah, dans le cadre de cette tendance haussière et surtout, depuis qu'on a retourné, j'ai envie de dire, on est plus ou moins sur la zone de polarité, bah, cette zone ici des 40 pour moi est intéressante à payer. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais j'estime que dans le cadre de notre dynamique haussière, et bien finalement, pour commencer à créer une ligne ou même renforcer une position, ou alors, je ne sais pas forcément où tu aurais pu rentrer, mais payer à la baisse, avec les perspectives de croissance qu'on a, je pense que c'est un niveau qui reste intéressant. Rappelons-nous, le PER est extrêmement cher, mais il l'a toujours été sur cette entreprise. Autre prix intéressant, bien évidemment, ça serait donc sur ce double niveau de support, comme on pourrait le voir ici, pour venir finalement bien, faire du DCA sur cette action. Alors, quand je dis du DCA, ce n'est pas vraiment du DCA, je ne recommande pas le DCA sur action, mais pourquoi pas, si on a envie de continuer à être investi dans cette action, parce qu'on estime que les fondamentaux sont bons, et bien continuer à la payer ici. Un niveau bien évidemment dangereux sur lequel j'éviterai de me positionner, c'est si jamais on casse alors ce niveau-là, et je pense même que je liquiderai ma position, parce que ici, d'un point de vue technique, on ne serait plus du tout dans une tendance haussière. On serait même face à un double top et je serais moins à l'aise. Alors certes, on aurait un PER qui serait plus bas, mais si on arrive et si on décroche ici, c'est probablement que les résultats de l'entreprise n'auraient pas attendu la croissance attendue. Encore une fois, il y a des valeurs, comme j'ai dit, qui sont plus intéressantes. Moi, je continue de croire sur cette croissance qui va revenir, enfin en tout cas qui va s'appuyer du côté de Dassault. Donc c'est pourquoi je continue à être exposé. Maintenant, je pense que si on a un prix qui revient sous ces niveaux-là, c'est que les fondamentaux n'ont pas tenu. En tout cas, les prévisions n'ont pas été tenues. Et dans ce cas-là, bah, toujours dans une gestion de risque, je préfère couper mes pertes, les prendre, les accepter, reprendre le capital que j'aurais investi et le faire travailler ailleurs, toujours dans une optique comme ça de faire évoluer notre capital. Concernant les niveaux aussi, on peut observer que ce niveau est intéressant parce que c'est pas, je crois, un niveau anodin. Si je dis pas de bêtises, on va prendre le Fibonacci, on va bien le tracer. Vous voyez sur la dernière impulsion haussière, les niveaux qu'on est venu travailler, alors on pourrait prendre bien évidemment toute la zone, bah, toute la zone 31-34, c'est finalement les 61,8, les derniers points hauts avant Covid qu'on a fini par casser et qu'on tient. Donc tant que ce niveau-là il tient, pour moi on reste dans une tendance de fond qui est haussière, on reste sur une entreprise intéressante, vraiment continuer à être patient et pour l'instant eh bien on est également sur un niveau de polarité qui peut être intéressant pour commencer à créer une ligne si tu le souhaites. Voilà, j'ai fait une analyse assez complète. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire et propose-moi la prochaine action que tu souhaites que j'analyse. J'ai quelques petites idées, mais j'aimerais plutôt analyser des actions qui vous intéressent parce que là, je suis plutôt en train dernièrement de présenter des actions qui me plaisent. Maintenant, ça me ferait plaisir d'étudier une nouvelle action que je connais pas forcément. Peut-être que je la connaîtrai, mais peu importe. Et de montrer pourquoi ça peut être intéressant ou non pour moi d'investir dessus. Voilà, n'hésite pas à me mettre un joli petit like. Si tu me découvrais, bah, sois le bienvenu sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à très vite. Très bon trading à toi. Bon investissement. Reste présent sur les marchés. Ciao.